Celui-là, il s'appelle Périphérique. Et celui-là, il a pas de nom. Si vous avez des suggestions, je veux bien, ça fait 7 ans que je l'ai. Mais est-ce que c'est pas dans l'ordre de Mimikyu après de pas avoir de nom? Moi, je trouve c'est cohérent. Salut, c'est Ace Kid. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'immersion guidée avec Animal Crossing pour apprendre le japonais. L'épisode d'aujourd'hui est parfait pour le niveau N4, il y a un petit peu de N3 saupoudré dedans, mais on va surtout se concentrer sur les points de grammaire du JLPT N4, donc si jamais c'est votre niveau, c'est parfait pour vous. Si jamais vous êtes un petit peu en dessous de ça, sachez que vous pouvez quand même rester pour le reste de la vidéo parce que je suis sûre qu'il y aura des choses que vous pourrez apprendre qui vous serviront tout de suite. On peut se servir de ces vidéos d'immersion guidée beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait penser. On va voir les points de grammaire suivants. Temiru, le taux de condition, Nante et l'impératif. N'oubliez pas non plus que je vous ai mis le paquet Anki que je vous ai préparé avec amour dans la description. Ça aussi, ils sont faits pour tout niveau. Donc s'il y a des cartes qui sont trop faciles pour vous, n'hésitez pas à les suspendre. Ou s'il y en a qui sont trop difficiles, pareil, mettez-les de côté pour plus tard. C'est gratuit et c'est dans la description. Je tiens aussi à mentionner que le prochain épisode sera réservé aux membres de la chaîne. Donc si jamais vous voulez avoir un épisode bonus, n'hésitez pas à devenir membre, c'est à côté du bouton s'abonner. C'est parti pour l'immersion. Donc on est toujours avec le même habitant et cette fois il va nous raconter quelque chose de différent plutôt qu'encore une fois. Waouh, on s'est pas vu depuis longtemps parce que c'est vrai que les derniers épisodes c'était beaucoup ça. Ya, Kimika, doustandai. Oron. Oron c'est son tic de langage. On va juste le rayer. Je peux faire ça avec Pixel Kid. Ya, Kimika. Ya, on avait vu ya dans le premier épisode, ça voulait dire salut salut. Bah là c'est coucou, salut, c'est une façon gentille de dire bonjour. Kimika, donc Kimi c'est toi et le ka c'est une question. Ah tiens, c'est toi. C'est pas une vraie question mais ouais. Dostanda, il faut le prendre un peu comme étant une expression toute faite. Dosta, ça veut dire qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce que tu fais. Le là-dedans, c'est le no de fin de phrase. Et dai, ça sert à terminer les phrases qui sont des questions. Ça fait un peu papa comme façon de parler. C'est en général assez masculin et c'est gentil. On pose gentiment la question, tiens, qu'est-ce qui t'amène. Dans les options de réponse, on a Hanashi ni kitayo, je suis venu parler. On a encore la structure avec la base connective, donc c'est la forme en masse sans le masse, la particule ni, et puis le verbe, là du coup c'est venir au passé. Donc je suis venu, et cette partie-là indique qu'est-ce que je suis venu faire. Donc je suis venu te parler. Ensuite, kore iranai. Kore, ça veut dire ça. Iranai, techniquement c'est une conjugaison d'un autre mot, mais en fait vous pouvez vraiment la prendre comme étant tout fait, ce sera plus pratique à utiliser. Ça veut dire pas utile, inutile, c'est pas la peine, etc. Sauf que là, du coup, c'est une question. Et donc on lui demande, est-ce que ça te serait pas utile? Ça, c'est l'option du coup pour lui donner quelque chose. Et en dernier, on a yonde mitadake. Là-dedans, on a le point de grammaire que j'ai envie de focus aujourd'hui qui est Temiru. Temiru, c'est un point du JLPT N4 qui est vraiment facile à utiliser et qui est facile à construire aussi, mais qu'on a tendance, parce qu'on est francophone, du coup, à complètement oublier d'utiliser, parce que c'est pas forcément un truc qu'on a l'air de trouver vital quand on le découvre. Du coup, je vais essayer de vous expliquer les cas d'utilisation. Sa construction, en fait, c'est dans le nom, c'est l'avantage. Temiru, il y a la forme en T et il y a le verbe miru qui est bien le verbe voir, hein, qu'on connaît en général depuis le début qu'on parle japonais. On va l'utiliser du coup sans le kanji en général quand on utilise cette structure et son sens de voir finalement va pouvoir transparaître en français en fait, c'est ça qui est rigolo. Parce que ce que ça veut dire temiru, c'est faire l'action de la forme en T pour voir le résultat. Donc c'est aussi traduit par essayer, tester, etc. Mais j'aime bien l'expression faire quelque chose pour voir parce qu'on a vraiment le mot à mot du japonais. Ça arrive pas souvent qu'on puisse faire le mot à mot du japonais comme ça. Donc autant en profiter. Par exemple, le plus facile à comprendre, je pense que c'est tabete miru. Tabete miru, donc on a le verbe taberu en forme en T et le verbe miru du coup. Donc c'est manger pour voir. Alors pour voir quoi? Pour voir quel goût ça a. En français, on a un mot tout fait pour ça qui est goûter, tout simplement. En japonais, on dirait tabete miru. Quand on dit yatte miru, yaru, ça a de nombreuses traductions, mais là, ce serait plutôt dans le sens de faire quelque chose. Donc la signification de yatte miru, c'est faire quelque chose pour voir qu'est-ce qui va se produire, quel sera le résultat, ou alors aussi si on y arrive, c'est utilisé beaucoup dans ce sens-là. Comme autre exemple, il y a kakunin shite miru. Kakunin suru, c'est vérifier quelque chose. Kakunin shite miru, du coup, c'est vérifier pour voir, probablement parce qu'on vérifie, parce qu'on ne sait pas quel sera le résultat. Mais c'est un bel exemple de pourquoi on a tendance à l'oublier en tant que francophone. C'est parce que quand on vérifie quelque chose, nous, c'est sous-entendu avec le mot vérifier qu'on sait pas du coup si ce sera bon ou pas. C'est pour ça qu'on vérifie d'ailleurs. Mais en japonais, du coup, il y a la forme kakunin suru et la forme kakunin shite miru qui sont considérées comme
une petite subtilité que nous on ferait pas en français en fait, qui est que kakuni suru c'est je vérifie, j'ai quand même une vague idée de quel sera le résultat, et puis kakuni shite miru c'est je vérifie parce que je sais pas du tout quel sera le résultat. De manière générale, je pars du principe que si jamais t'es en train de te dire peut-être que cette phrase là c'est une situation où je pourrais utiliser temiru, a priori c'est une bonne occasion d'utiliser temiru. Donc fonce. C'est dur de mal l'utiliser honnêtement. Le problème qu'on a c'est plutôt l'inverse qui est de pas du tout assez l'utiliser. Donc allez-y à fond, c'est dur de se tromper avec. Du coup, yonde mita dake. Ici on a dake, ça veut dire seulement ou juste. On peut aussi le traduire par que. Et yobu du coup c'est appeler. Donc je t'ai juste appelé pour voir. Je t'ai juste adressé la parole pour voir, on peut aussi formuler ça comme ça. On a choisi la première option. Alors, Tsuido jacket o kite, eleganto na yosoi o shiteru to, shisei mo shanto nobite, kokoro ga hikishimaru nda. Là-dedans, il y a pas mal de vocabulaire. On peut couper la phrase en deux gros morceaux, ce qui est avant la virgule et ce qui est après la virgule. Déjà, le point clé là-dedans, c'est le to, ici. Alors, il y a pas mal d'usages différents à to. C'est assez facile de repérer quel usage on est en train d'utiliser de to, parce que déjà, on peut éliminer les deux usages les plus basiques, qui sont quand to est une particule, soit pour dire et, soit pour dire avec. Dans ces usages-là, il faut qu'il y ait un nom avant to. Donc il faudrait que cette partie-là, ce soit un nom. Sauf que c'est clairement un verbe. C'est shiteiru qui a été un petit peu écrabouillé parce qu'on est à l'oral. On a un verbe avant. Donc ça peut pas vouloir dire et, ça peut pas vouloir dire avec. La troisième option, ce serait que ce soit un to de citation. Et que donc ce qu'il y a avant, ce soit quelque chose qui soit en train de nous répéter. Pour éliminer cette possibilité, on peut regarder ce qu'il y a après le to, normalement pas très loin après. Alors c'est soit le mot directement après, soit un ou deux mots après. Il doit y avoir un verbe de parole. Sauf que quand on regarde la suite de la phrase, il n'y a aucun verbe de parole. Les verbes de parole, c'est genre dire, raconter, répondre, demander, ce genre de choses-là. Il n'y a aucun de ces mots-là dans la suite de la phrase. Donc, on a éliminé aussi la possibilité que ce soit un taux de citation. Il nous reste que le taux de condition. Et la condition en japonais, que ce soit le taux de condition ou les autres techniques pour faire des conditions, ça se traduit soit par si, soit par quand. Et très souvent, quand on se plante en choisissant l'un ou l'autre, on va déjà instantanément se rendre compte parce que ça sonne très bizarre. Il suffit d'utiliser l'autre et soudainement ça marcherait très bien. La phrase que j'adore comme exemple c'est « Tu m'appelles si t'arrives à la gare ». Elle est bizarre cette phrase. Tu m'appelles si t'arrives à la gare, on a l'impression que c'est pas sûr que t'arrives à la gare, on se dit on est dans un film apocalyptique, un truc comme ça, tu vois. Sauf que non, en fait si tu changes le si en quand, soudainement tu m'appelles quand t'arrives à la gare est une phrase tout à fait normale. Et donc le fait que si et quand soient exprimés par exactement les mêmes mots en japonais, c'est vraiment un truc qui au départ peut nous faire un peu vriller et se demander si on comprend correctement, alors qu'en fait très souvent il suffit juste d'intervertir si et quand et ça règle tous nos problèmes de traduction. Donc là on est sur un si ou quand, on va prendre si au pif, on va regarder le reste de la phrase et on verra si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, bah on changera pour mettre quand. Donc si je porte Tsuido jacketto, c'est sa veste en tweed. Tsuido, ils disent pas tweedo, ils disent tsuido. Donc là on a le verbe porter qui était. Si je porte ma veste en tweed eleganto, donc c'est élégant, ça vient du même mot qu'en français. Yosoi du coup c'est une tenue. Et donc yosoi o shiteiru, on se dit ok c'est porter une tenue, c'est quoi le verbe qui de base va avec une tenue en français, c'est porter une tenue. Donc si je porte une tenue élégante en mettant ma veste en tweed, ah là le si il passe pas mal. Mais le quand il marcherait aussi, vous allez voir avec le reste de la phrase. Là on est sur un cas où ce qui est cool c'est que des fois il y a des situations où les deux traductions si et quand fonctionnent. Shisei mo shanto nobite kokoro ga hikishimaru nda. Là-dedans on a shisei qui est la posture. Shanto c'est dur à traduire. Shanto, ça pourrait se traduire par digne, mais genre dans le sens de quelqu'un qui se tient droit, quelqu'un qui a une bonne posture. Donc on parle d'une bonne posture. Nobiru, du coup, c'est s'étendre, mais c'est dans le sens de s'étirer un peu. Nous, quand on pense à étirement, on pense à plutôt à aller vers le bas d'ailleurs. En général, on se penche, on étire nos jambes, on étire notre dos, etc. Mais il y a le côté un peu genre aussi se grandir. Je pense que Nobiru, là, comme ça, dans ce contexte-là, on pourrait dire se grandir. J'ai une bonne posture, je me grandis, et kokoro ga hikishimaru nda. Donc hikishimaru, ça veut dire devenir ferme. Et on se dit, attends, kokoro ça veut dire le cœur. Comment ça mon cœur devient ferme? Ça fait penser à mon cœur se renferme, mais c'est l'opposé en fait. Ça renforce l'esprit. Parce que le mot kokoro, faut jamais le prendre au sens littéral. Des fois c'est effectivement le cœur, celui qu'on utilise pour tomber amoureux des gens. Et puis d'autres fois c'est plus genre ça parle de l'esprit, de l'âme, etc. Et donc ça lui donne confiance en lui. Il a une meilleure posture quand il porte une tenue élégante en ayant mis du coup sa veste en tweed. J'aime bien qu'il y ait ces poils de bide qui dépassent là, ça me fait trop rire. Et là on a tous les morceaux. Et donc on peut confirmer que la traduction pour to, si je porte ma veste en tweed, et ben je me sens vachement plus confiant. Ou quand je porte ma veste en tweed, et ben je me sens vachement plus confiant. On a du bol, les deux traductions marchent. Expression très courante, ça veut dire en vrai, en vérité.
Jibun demo odoroite iru nda yo. Jibun de c'est soi-même. Alors ça peut être moi-même, toi-même, lui-même, elle-même. Vous utilisez le pronom qui a besoin dans la phrase. Donc là c'est moi-même, vu que c'est lui qui parle. Odoroite iru. Odoroku c'est être surpris. Donc il est en train de dire, en vérité moi aussi ça me surprend. Kirumono hitotsu de konna ni naimen kara kagayaku koto ga dekiru nante ne. Ohon. Bah encore le ohon, varié. J'ai juste envie d'utiliser Pikeki comme ça en fait, c'est ça la vérité. Kirumono hitotsu de. Hitotsu ça veut dire un, c'est un mot pour compter. Oubliez pas qu'il y a un sacré paquet de façons de compter des trucs en japonais, alors du coup faites gaffe à ne pas utiliser hitotsu pour tout, mais il est relativement polyvalent. On peut compter quand même énormément de choses avec. Et donc là on peut voir qu'on peut compter les trucs mono kiru comporte. Donc kiru mono, les trucs comportent les vêtements. Donc un vêtement, konnani naimen kara, naimen c'est l'intérieur. Naimen kara du coup ça indique la provenance. Donc il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Kagayaku, c'est briller. Donc briller de l'intérieur. Koto ga dekiru, donc c'est l'expression pour dire être capable de briller de l'intérieur. Konnani, du coup ça veut dire à ce point-là. Et donc il disait, ah, en vérité, moi aussi je suis surpris. Le nante là-dedans va pas être traduit mot à mot, mais ici on pourrait le traduire par je ne me doutais pas, ou je ne savais pas, ou je suis surpris que je sois capable de briller autant à ce point-là de l'intérieur. Le D là, il indique le moyen grâce à un seul vêtement. Alors ce nante, il est très intéressant ce nante. C'est quoi ce truc là? Nante va grosso modo jamais être traduit mot à mot parce qu'on n'a juste pas d'outils similaires en français, ça n'existe pas. Sachez qu'il a deux utilisations principales et elles sont radicalement différentes, donc si l'une marche pas, probablement que c'est complète pour l'autre et vous allez très vite voir si ça marche pas. Donc nante, le premier usage, ça peut être comme nanka et nado, les trois d'ailleurs vont fonctionner grosso modo de la même manière. Ça va être pour remplir de l'air. Des fois on les voit utilisés dans des situations où on pourrait, si on voulait, les traduire par etc. Puis des fois on les voit dans des situations, notamment dans leur placement dans la phrase, des fois on voit nanka au début d'une phrase ou quelque chose comme ça. C'est vraiment genre l'équivalent de Sauf que là, pourquoi est-ce qu'il aurait dit à la fin de sa phrase? Ça marche pas du tout, il avait l'air très confiant dans ce qu'il disait. Non, c'est le deuxième cas qui exprime du coup de la surprise ou de l'insatisfaction. Là, on est plutôt sur de la surprise, surtout qu'en plus il dit dans la première phrase qu'il est surpris. Et donc ça va renforcer soit du coup cette surprise, soit cette insatisfaction. C'est un espèce de multiplicateur d'émotions. J'aime bien le voir comme ça parce que depuis que je le vois comme ça moi-même, je le comprends mieux. Ça décuple les émotions qui sont communiquées dans la phrase. On n'a juste pas d'outils comme ça en français. À la limite, on aura notre intonation, on aura certaines expressions dans certaines situations, mais on n'a pas de truc qui bim tu le mets dans ta phrase et ça marche dans toutes les situations. À la limite peut-être avec certains jurons en français, comme par exemple le fameux mot putain. Je vais me faire ban de YouTube à cause de ça. Mais ça marche pas dans toutes les situations. Nante c'est pas grossier, alors que saupoudrer ces phrases en français de putain, ça se fait pas trop dans le monde professionnel par exemple. Voilà, il y a juste pas d'équivalent en français. Là je suis passée un peu en surface, mais la plupart des usages de nante, nanka et nado, ça va rentrer dans les deux catégories que je viens de vous expliquer. Je suis retournée voir le canard du premier épisode, notre cher canard qui s'appelle Mamoru. Ohayo, écrit en katakana, mais c'est Ohayo comme d'habitude. Genki dashite ikouze gua. Donc gua, c'est sa petite phrase préférée. Genki dashite ikouze. Alors franchement ça, c'est un truc vraiment tout fait. Genki dashite ikouze. Genki dashite, ça veut dire sors ton énergie, mot à mot. Mets de l'énergie dedans, du coup, je pense que ce serait le plus proche sans pour autant être exactement mot à mot. Imaginez un coach sportif qui vous dit allez plus d'énergie. C'est un peu cette vibe là. Et le ikouze là-dedans, c'est l'équivalent neutre de ikimasho. On est en train de dire iku, du coup, à la forme en macho. Iku, c'est le verbe aller. La forme en macho, ça sert à dire je veux que tu le fasses et je vais le faire avec toi. Si on le résume en disant c'est de l'impératif à la première personne du pluriel, il y a des gens qui comprennent, mais j'ai remarqué la plupart des gens ont qu'une vague idée de ce que c'est. C'est pour ça que je vous l'explique comme ça. Si vous le comprenez comme étant je te dis de faire quelque chose et je vais le faire avec toi, vous avez le sens de macho. Et donc, du coup, là on voit que c'est pas macho parce qu'on est en train de parler au neutre. Donc quand on sera en train de parler poliment, on dira ikimasho. Quand on sera en train de parler au neutre, c'est-à-dire à ses amis ou à sa famille, on va dire iko. Et ici, il y a la particule ze qui est un équivalent masculin de la particule yo. Yo, c'est façon de parler féminine, façon de parler masculine, on s'en fiche. Ze, c'est très masculin. Voire même, on l'entend pas beaucoup en fait dans la vraie vie. C'est un truc qu'on voit beaucoup plus dans la fiction. Du coup, faites attention à pas commencer à saupoudrer partout dans ce que vous dites parce que ça sonnera bizarre.
Alors comme option, on a Ohanashi shiyo. Bon, on commence à avoir un petit peu une idée de, de qu'est-ce qu'on peut avoir comme option avec lui. Ohanashi shiyo. C'est la forme en macho neutre, exactement la même. On voit que du coup la terminaison rime en OU comme ça là, avec le U qui sert d'allongement. Donc shiyo. Faisons ça. Je te dis de faire ça et je vais le faire avec toi. Ohanashi, avoir une conversation. Donc discutons. Kore moratte. Là du coup c'est différent de l'option tout à l'heure. On avait kore iranai. Donc c'est toujours kore, ça. Moratte du coup c'est la forme impérative, mais cette fois je te dis de le faire et moi je le ferai pas. C'est ça la différence entre macho et la forme impérative basique. Forme impérative basique c'est je te dis de faire ça. La forme en macho c'est je te dis de faire ça et moi je vais m'inclure dedans. Ici c'est de l'impératif normal du coup. Avec le verbe morau qui veut dire recevoir. Donc je lui ordonne de recevoir le truc que j'ai dans la poche. C'est un peu surprenant. Ça se dirait vraiment pas en français, donc on va pas le traduire mot à mot, on va plutôt se dire tiens, je te donne ça. Même si en japonais, il y avait le verbe recevoir. Et en dernière option, mata atode. Mata ça veut dire encore une fois. Mada ça veut dire encore. Mata ça veut dire encore une fois. Donc si vous pouvez pas compter le nombre de fois, il faut utiliser mada, faut pas utiliser mata. Faites attention, c'est une erreur super commune. Et atode du coup après. Donc encore une fois après, mot à mot, bah on se reverra encore une fois après. Il manque le on se reverra là-dedans. Donc on a décidé de discuter avec lui. Sono rame shishu no sleeve. Nakanaka ii na. Omae no shoubu fuku tte yatsu ka. Je trouve que dans la police d'écriture d'Animal Crossing, c'est un peu dur de distinguer la taille des tsu. Et là, vous pouvez vraiment comparer les deux là. Le tsu qui est en taille normale, il est pas tout à fait, mais il est presque aussi haut que les autres caractères, alors que le tsu qui est petit, ça arrive vraiment au milieu. Vous voyez les deux là? Je pense que c'est intéressant à comparer. Alors, là-dedans, on a le nom d'un objet que j'ai sur moi. Rame shishu no sleeve. Qui est en 3 morceaux. L'avantage, c'est qu'on voit que ça alterne entre les katakana et les hiragana, donc c'est un peu plus facile à lire. Rame, c'est des sequins. Vous pouvez voir que j'ai des sequins sur mon t-shirt. Shishu, c'est le mot pour broderie. Donc il y a bien des sequins qui sont brodés là-dessus. Cool. No sleeve, franchement si on l'a pas, c'est incompréhensible. Mais ça vient de l'anglais no sleeves. Donc un truc sans manche. Et il utilise sono pour dire tiens, celui qui est près de toi, bah ouais, je le porte. Donc au lieu de dire anatano, il dit sono. Oubliez pas que vous avez cette technique-là que je vous recommande vivement d'utiliser plutôt que d'essayer d'utiliser anata correctement. Dites juste sono à la place de anatano. Donc il me parle de mon débardeur. Nakanaka ina, ça veut dire ah ouais, il est bien. Nakanaka est très dur à traduire. Il est là dans plein de situations. En général, ça marche pas trop mal quand on le traduit par pas mal. Il est pas mal bien, hein. Il est pas mal tout court en fait. Omae no shoubu fuku te yatsu ka. Yatsu, ça veut dire un truc. Ça peut aussi être une personne d'ailleurs. C'est un peu l'équivalent de dire ce type-là ou cette meuf-là. Shoubu fuku, mot à mot, c'est les vêtements de match. Mais c'est plus genre ta tenue de combat. Un peu, ce serait comme ça qu'on utiliserait l'expression en français. Même si c'est pas du tout une vraie tenue de combat. Tu mets ta tenue de combat pour aller passer un entretien d'embauche là parce que tu vas te sentir fort comme ça là. C'est un peu tes vêtements fétiches quoi. Donc il est en train de nous demander si ce serait pas notre tenue, omae c'est comme anata, c'est toi, si ce serait pas notre tenue de combat. Bye bye. On va t'entendre dans la vidéo. Tu veux être une star sur YouTube. L'autre fois tu voulais pas être dans la vidéo. Et du coup, il a eu une idée. Soda! Kono straipe socks mo tameshite miro yo! Donc ici, c'est la forme impérative. On parlait tout à l'heure de la forme impérative quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que moi je vais faire avec toi. Ça, c'est la forme macho. Il y a aussi la forme impérative basique qui est tu vas faire quelque chose tout court. Et sur cette forme basique de l'impératif, il y a 2 conjugaisons possibles. Soit ça finit par la forme en T, c'est assez gentil comme façon de parler. Soit ça finit avec cette conjugaison là. Miro, normalement, miru, c'est mite, c'est la forme en T, son impératif. Miro, c'est une version pas polie. Alors c'est pas pour autant qu'il est en train de vraiment mal nous parler parce que c'est un truc qu'on utilise entre amis, mais c'est plus sec quoi. Même si en fait il nous le dit avec le sourire, du coup ça va. Donc soda. Ah oui, kono straipe socks mo. Donc straipe socks, ça vient de socks en anglais, c'est des chaussettes. Et straipe, ce sont des rayures. Donc ces chaussettes à rayures, qu'il a lui de son côté, puisqu'il a utilisé kono. Sinon, si c'était mes chaussettes à rayures, ce serait sono. Tameshite miro. Tamesu, c'est essayer. Et on a vu tout à l'heure que temiru, c'est aussi un peu essayer. Essayer pour essayer, c'est un peu bizarre, donc on va le traduire par essayer pour voir. Et donc il nous le dit à l'impératif. Vas-y, essaye ces chaussettes aussi. Ima no fuku no funiki to ii kanji de atteru to omoi zo. C'est une petite question. Il y a le gua à la fin qu'on va ignorer. Ima no fuku no funiki. Funiki, c'est un peu la vibe. C'est un mot qui est souvent écrit en kanji, qui est très étrange au niveau de sa prononciation. Funiki. T'as l'impression de pas avoir de dents quand tu dis ça, mais c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Ima no fuku, du coup, donc les fuku... les fuku...
c'est les vêtements de maintenant, faut que c'est les vêtements ima c'est maintenant. Donc la vibe de tes vêtements de maintenant, ii kanji de atteru tomou. Tomou à la fin, ça veut dire je pense ou je crois ou je trouve. C'est pour exprimer son opinion. Donc je pense que atteru, c'est accompagner, aller avec. Ii kanji de. Kanji, ça veut aussi un peu dire une vibe. C'est plus un feeling. Genre j'ai un bon feeling à propos de ça. Dans cette expression-là, en français, on utilise le mot feeling un peu comme on utiliserait kanji. Ça n'a rien à voir avec les kanji qu'on écrit. Ça, c'est un kanji, faut que c'est pas le même que ii kanji, qui veut dire avoir un bon feeling. Et je pense que ça ira bien avec la vibe de ce que tu portes là tout de suite. Le to, ici, c'est le to qui veut dire avec. Et le zo à la fin, c'est aussi l'équivalent de la particule yo. Tout à l'heure, on a vu ze, zo grosso modo. Ça veut dire quelque chose de très similaire. Et c'est assez masculin aussi. Mais on le croise plus dans la vraie vie que ze. En tout cas, avec l'accent de Tokyo, parce que je viens de regarder les séries où ils avaient un accent de Aomori. Tout le monde mettait ze à la fin de ses phrases. Je sais pas si c'est spécifique à Aomori ou pas. Tout ce que je vous donne en matière de recommandations sur si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est courant dans la vraie vie ou pas, tout ça se base plutôt sur ce qu'on voit dans l'accent de Tokyo parce que les ressources d'apprentissage sont focus là-dessus. Dans des circonstances différentes ou dans des endroits différents, vous verrez des contre-exemples à tout ce que je vous recommande, c'est absolument normal. Faut pas s'en inquiéter. Waouh, il me donne des chaussettes. J'espère qu'elles étaient propres. Ehe, oira no sensu mo nakanaka no mon daro. Hop là, on vire le gua. Ehe, donc ça c'est un rire évidemment. Oira, c'est comme ça qu'il dit moi. No sensu, du coup sensu, c'est vachement utilisé dans l'expression fashion sensu, le sens de la mode. Nakanaka, on a encore une histoire de ce mot nakanaka qu'on peut aussi traduire par pas mal. Et mon ici, c'est le raccourci de mono. Donc c'est un truc pas mal. Ah ah, mon sens de la mode, c'est un truc pas mal hein. Et là, je vais les mettre. Qu'est-ce qu'on a comme option? Mini tsukeru, kono hen ni kazaru, kono hen ni oku. Mini tsukeru. Tsukeru, ça a beaucoup de traductions différentes. Donc, on va entièrement se baser sur avec quoi il va pour le traduire. Parce qu'il y aura plein d'options différentes. Mi, ça aussi, ça a pas mal de traductions différentes. Et ça va du coup très souvent dans des expressions. Ici, ça veut dire le corps. Donc, mettre sur le corps. L'enfiler, quoi. Surtout pour des chaussettes. Kono hen ni kazaru, kono hen, on peut voir que c'est dans les deux dernières options. Ça veut dire les alentours. Les alentours proches d'ici. Sinon, on aurait dit sonohen ou anohen. Et kazaru, du coup, c'est décoré et oku, c'est posé. Alors, si vous connaissez pas trop Animal Crossing, vous voyez pas trop la différence, mais en gros, si jamais on utilise oku, ça va poser ça avec l'icône de la chaussette par terre, c'est ramassable par n'importe qui. Alors que kazaru, ça va vraiment mettre un modèle 3D un peu comme la radio là, qui sont des chaussettes du coup. Et nous, évidemment, on va choisir mini tsukeru, et sauf qu'avec ma tenue, à cause de ma jupe, on voit pas les chaussettes. C'est un peu décevant, je sais, mais bon, voilà. On va arrêter l'épisode là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal de choses à apprendre. N'oubliez pas de travailler tes menus du coup. S'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est ça. Comme d'habitude, je vous mets les ressources, les points de grammaire et tout ça dans la description, ainsi qu'un paquet Anki que je vous aurais préparé pour que vous puissiez acquérir le vocabulaire qu'on a abordé aujourd'hui. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent en étant membres de la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès à des épisodes en avance. Et aussi, j'ai prévu de faire quelques épisodes exclusifs. Du coup, voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a un bouton rejoindre sous la vidéo. Ça m'aiderait énormément parce que cette chaîne, elle vit grâce à vous. Donc merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!